Alors, je trouve ça très agréable qu'on puisse enfin vous donner des données positives, parce que je pense que ce qui va se dégager, c'est que véritablement, il y a des ressources pour maintenir la santé et la qualité de vie en milieu de travail. Je pense que la première ressource, c'est nous-mêmes, probablement. C'est probablement ce qu'on va dire. Vous avez tout compris d'avance. Alors, je trouve ça très agréable d'avoir le plaisir de vous présenter ça. Alors, M. Fournier, bonne conférence. Merci, merci. Alors, je ne sais pas comment on va fonctionner pour la communication. On va emmener un petit truc de communication ici pour faire ce micro, mais m'entendez-vous bien si je parle comme ça? Oui. Moi, je me sens à l'aise de parler comme ça. Je ne parlerai pas plus fort, mais ça je serai à l'aise. On va se parler comme ça? Oui. C'est mieux que le micro. On est d'accord? Si vous voulez le micro, vous me le direz en cours de route. OK. Alors, d'abord, moi, j'aimerais ça savoir à qui je parle. C'est important comment on ajuste notre langage par rapport à ce que vous êtes prêts à recevoir. Je veux pas que vous trouviez ça plate parce que c'est tout déjà tout connu pour vous. Puis en même temps, je peux aller plus en détail, tout dépendant des gens à qui je m'adresse. Bon, alors, dans un premier temps, sans passer par tout le monde, est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux dans le groupe? Travailleurs sociaux. Est-ce qu'il y a des infirmières? Est-ce qu'il y a des infirmières auxiliaires? Est-ce qu'il y a des préposés? OK. Est-ce qu'il y a d'autres types d'emplois, des ergothérapeutes, physiothérapeutes au TRP? Oui. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Entretien ménager, d'accord. Diététiste. Il reste des gestionnaires aussi, j'imagine. Des chefs de service. Puis des directeurs. OK. Alors, bon, ben, ça me donne une idée. J'ai tout le groupe de l'ensemble. Il y en a qui travaillent en soins de longue durée et d'autres travaillent en CLSC, peut-être, ou en général, c'est en longue durée. CLSC, quelques-uns. Vous êtes en CLSC. OK, d'accord. Pour vous mettre aussi dans le contexte, c'est que quand on fait une recherche scientifique, et je vous annonce que ce n'est pas une présentation scientifique que je vous fais, mais que je vous raconte les résultats de cette recherche-là à partir de faits démontrés scientifiquement. Et mon but n'est pas de vous démontrer que c'était scientifique. Ceux qui veulent en savoir plus, je pourrais vous donner des références, puis vous pourrez lire à ce moment-là les fondements de ce que je vous apporte. Mais je vous dis que ce que je vous apporte, ce n'est pas de l'invention personnelle. Ça peut faire partie aussi de mon expérience à travers ça. Les exemples que je pourrais donner font partie de mon expérience, mais à travers le contenu des dimensions, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas ma théorie. C'est un résultat d'une très grande recherche. Et je peux vous dire que c'est une recherche qui a touché 2000 personnes. C'est une recherche qui a été en plusieurs temps de mesure. On n'a pas fait qu'une seule mesure, on a fait plusieurs temps de mesure. On a mesuré une foule de variables. On a regardé au niveau des variables, certaines variables personnelles comme les variables socio-démographiques, sans aller trop dans les détails au niveau de la vie personnelle des gens. On est plus resté au niveau des variables de l'environnement de travail. Parce que mon but aujourd'hui, c'est de vous parler du travail. C'est pas de parler avec vous de ce qui se passe à domicile. Pas parce que je trouve que c'est pas important. Au contraire, c'est très important. Mais vous allez voir que, juste en prenant des variables du travail, on voit que il y a beaucoup de choses qui peuvent être contrôlées dans votre milieu de travail à partir de vos ressources personnelles et des ressources que vous avez dans le travail. Alors, j'ai intitulé ça « Savoir composer avec les stresseurs modernes » parce que les stresseurs, c'est des situations. C'est des situations d'un stresseur, une situation qui nous apporte une menace quelconque à notre équilibre. Alors, à partir du moment où on vit de nouvelles situations, on peut dire que c'est des stresseurs modernes. Les stresseurs d'il y a 10 ans, ce n'étaient pas les mêmes stresseurs. Aujourd'hui, on a des stresseurs beaucoup plus orientés vers le changement. Et le changement en tant que tel, on pourrait quasiment dire que c'est un stresseur, mais je voudrais dire que quand on parle d'un stresseur, c'est une situation très précise.
Alors, comme exemple, pour donner un exemple, si votre unité de travail est fusionnée avec une autre unité de travail, puis que vous vous trouvez avec des nouveaux collègues de travail, c'est une situation qui peut être stressante. Et c'est nouveau parce que avant, les fusions d'établissements, les fusions d'unités de soins, les changements de cadre, ça se faisait moins souvent. C'était plus campé dans un équilibre plus stable. Puis aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors moi, je vais vous parler de ce qu'on vit aujourd'hui avec vous, puis voir comment est-ce qu'on peut passer à travers. Alors, les stresseurs modernes. Alors, l'incertitude de l'avenir, de votre avenir à vous personnellement, par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce que vous savez, ce que vous avez entendu au conseil d'administration, ce que vos chefs de service vous ont dit, ce que les rumeurs vous disent, ce que les collègues avec qui vous travaillez, qui font partie du conseil d'administration, vous apportent en catimini, mais des fois, c'est pas tout le monde qui a la même information. Vous, votre avenir à travers ça, c'est la première question que vous allez vous poser en général. Ça peut être un stresseur, de ne pas savoir quel est votre avenir. Alors, moi, je vous apporte ça. J'ai plusieurs stresseurs à vous présenter. Cependant, vous allez voir que vous-même, vous avez peut-être autre chose à m'apporter aussi comme stresseur que vous vivez. Les changements dans la structure d'organisation. OK? Je vais vous poser des questions. Moi, je ne connais pas votre environnement. Je viens de Montréal. Je ne connais pas l'environnement immédiat de Hull. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler? Je vous annonce rien pour faire attention de ne pas le prendre en rumeur. Est-ce que ça se peut qu'il y ait une fusion quelque part dans vos établissements avec d'autres établissements? Est-ce que ça se peut? Avez-vous entendu parler? Ça me surprendrait que non, parce qu'à Montréal, si on entend juste ça. C'est déjà fait en plus. C'est déjà fait en plus. Ben, vous avez passé une étape parce que il y a la menace du changement, mais un coup que vous faites le changement, c'est une autre menace aussi. C'est quelque chose. Fusion d'établissement. Les contraintes quotidiennes. Les contraintes quotidiennes, c'est ceux qui ne sont pas nécessairement annoncés. Ceux que vous n'entendez pas nécessairement parler, mais c'est quand vous mettez le pied dans la porte, puis que tout à coup, l'autobus du centre de jour ne fonctionne pas. Puis là, tu as 50 résidents que tu viens d'appeler pour dire que devaient venir au centre de jour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller les chercher pour trouver une autre situation. Vous s'en attendez pas, mais ça, c'est une contrainte quotidienne. L'autobus qui fait un accident avec des usagers dedans. Vous, de votre côté, ça peut être... vous aviez une réunion ce matin-là importante pour régler un problème. La personne est malade. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre situation. Il fallait régler ça cette journée-là. Alors, c'est une contrainte quotidienne, une contrainte que vous allez avoir toujours à vivre. Je dirais que les contraintes quotidiennes ne sont pas nécessairement que des stresseurs modernes. Toute votre vie, vous allez le vivre, puis vous les avez vécues jusqu'à maintenant, quotidiennement aussi. Et des journées, ça va-tu bien, hein? D'autres journées, on comprend qu'on n'aurait pas dû rentrer. La diminution du taux d'encadrement. Ça, c'est moderne, parce qu'avant, ce qui était moderne, c'était d'en avoir beaucoup d'encadrement. Et là, maintenant, ce qui est moderne, c'est d'avoir de moins en moins d'encadrement. Des gens qui se sentent plus menacés face à ça. Il y en a qui disent, qui ont peur que le contrôle de l'équipe soit délaissé et par surcroît qu'il y en a qui prennent contrôle de l'équipe, qui ne sont pas nécessairement des chefs de service, mais qui prendraient contrôle, puis ça ne marcherait peut-être pas à leur goût. Puis il y en a beaucoup qui se basaient sur leur chef de service pour travailler sur le quotidien, puis tout à coup, le chef de service n'est plus là au quotidien, ou en tout cas est là que quelques heures par jour, parce qu'il y a plusieurs autres services à s'occuper. Alors, la diminution de l'encadrement, ça peut être assez menaçant aussi. L'augmentation des responsabilités. L'augmentation des responsabilités, automatiquement, moins on a de l'encadrement, vous allez voir qu'on va vous demander des choses que vous ne faisiez pas avant. C'était le chef qui décidait.
tout à coup, c'est vous qu'il faut que décidiez. Des choses que vous n'étiez pas habitué à prendre des décisions. Ça peut être menaçant parce qu'avant, vous n'aviez pas à vous préoccuper. S'il se passait telle situation, vous appeliez immédiatement le chef de service, mais là, tout à coup, vous savez que le chef de service est dans un autre établissement, il n'est pas disponible, on n'est pas capable de le rejoindre. Il faut que je prenne une décision qui peut être difficile. Alors, l'augmentation des responsabilités est une chose qui peut être très stressante dans notre gestion moderne. La réorganisation des tâches. Il y a tellement de changements que quand on organise une tâche, quand on organise un travail pour une journée, ça va durer 2 semaines. Avant, on pouvait organiser un travail, puis on pouvait organiser quelque chose, c'était bon pour 2 ans. Hein. On était bon pour 2 ans, on faisait une rotation de personnel, on organisait des choses, on faisait une nouvelle programmation, c'était bon pour 2 ans. À cette heure, on travaille autant pour organiser le travail, parce que je ne peux pas dire que c'est plus facile qu'avant d'organiser, ça c'est un fait, mais on sait très bien que dans 2 semaines, il n'y a plus rien qui s'applique peut-être. Pas parce qu'on veut faire quelque chose pour rien, mais on ne le sait pas. Parce qu'on sait que depuis 1 an, à tous les 15 jours, il y a des nouvelles annonces. Il y a des choses différentes. Même le cadre qui organise le travail sait très bien que dans 2 semaines, c'est peut-être plus valide. Et il a travaillé des heures à réorganiser son affaire, puis dans 2 semaines, ça sera plus valide. Alors, la réorganisation des tâches constantes devient assez stressant pour l'ensemble, même pour le personnel, pour tout le monde. La diminution du temps pour l'adaptation. Quand votre chef de service vous annonce qu'on va réorganiser quelque chose, vous allez travailler avec un nouvel outil. On fait de la formation de travailler avec cet outil-là, on vous aide à travailler avec, mais le problème, c'est que faut vous adapter à ce nouvel outil-là. Je veux dire, inventer une nouvelle affaire, on va inventer une nouvelle façon de faire, et tout à coup, vous êtes adapté, mais on change déjà. C'est plus ça. Alors, l'adaptation, vous n'avez plus de temps pour vous adapter. Avant, on pouvait dire, bon, on va faire une fusion d'unités, on va fusionner les unités. D'ici 1 an, ça devrait être fait. On sait qu'il faut que ce soit fait pour dans 1 an. On met ça dans un plan d'action. Ça va être fait dans 1 an. Mais le problème, c'est que on ne peut plus dire ça. On est plus capable de dire, on va prendre 1 an pour planifier, on va commencer par, le mois prochain, on va rencontrer le personnel, on va leur expliquer ci, après ça. Les étapes de gestion du changement sont plus aussi applicables dans la pratique qu'ils étaient. Vous savez très bien qu'il y a 4-5 ans, les conférences que vous entendiez, c'était gérer le changement, puis apprendre à bien gérer le changement. Puis il y avait des étapes au changement, il y avait le gel, le dégel, bon, toutes des théories qui étaient valables, qui sont encore valables. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas valables, mais on n'a plus autant de temps pour faire chaque étape. Ça, tout le monde l'a subi comme conséquence. Ça, c'est un autre stresseur avec lequel on est obligé de composer. La modification des équipes de travail, j'en avais parlé, j'en ai parlé tantôt. Si vous entendez parler qu'un service a des problèmes, en général, vous entendez à la cafétéria seulement les problèmes des autres services. Vous n'entendez pas les parties qui vont bien. C'est normal, tu sais. Parce que ce qui est émotif pour les gens, c'est ce qui va mal. Quand ça va bien, c'est tant mieux. À la cafétéria, vous savez que telle unité, ils ont un problème avec une fille. Oh, c'est pas facile. Oh, c'est pas évident. Mais tout à coup, vous apprenez que vous allez travailler avec ce monde-là. Mais vous savez juste le côté négatif de cette équipe-là. Qui, eux autres, savent tout votre côté négatif de votre équipe. C'est aussi décourageant pour l'autre équipe qui va se fusionner avec l'autre. Donc, ça, c'est assez difficile de composer avec ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, les stresseurs? Les stresseurs, ça crée un problème de déséquilibre au niveau de l'esprit en premier, de psychologie. Ça crée aussi un déséquilibre physique. Vous savez très bien que si vous êtes stressé longtemps, vous commencez à avoir mal à l'estomac, vous allez attraper des grippes et vous allez accumuler de la fatigue. Vous n'allez que penser aux problèmes que vous vivez au niveau des stresseurs, tout ça. Évidemment, vous allez vous épuiser un petit peu. L'épuisement professionnel est un fait qui existe, mais il ne faut pas dire que quelqu'un est épuisé ou non épuisé, parce que souvent les gens faites un burn-out.
c'est épuisé. Mais c'est un niveau, l'épuisement professionnel. Puis, sûrement que dans la salle ici, il y en a qui commencent à être épuisés, il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. Alors, c'est un niveau, l'épuisement professionnel. Puis, plus vous encaissez des stresseurs avec lesquels vous avez eu de la difficulté à composer, plus vous allez vous épuiser à long terme. Alors, des stresseurs, ça, c'est normal. On s'entend, là, l'idée, c'est que toute la partie stresseur que je vous ai donnée, là, cette partie-là, c'est normal. On va le vivre toute notre vie. On va le vivre, ça va être autre chose, parce que si j'en reviens vous voir dans 15 ans, je vais vous parler de d'autres stresseurs modernes. On va avoir d'autres affaires, on ne saura pas qu'est-ce que c'est. On ne sait pas aujourd'hui, on peut peut-être faire des prédictions. Je ne suis pas un futurologue, puis je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer en 15 ans. Bon, ça, c'est un fait. Les stresseurs, ça existe. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas l'éviter, on va les vivre quotidiennement, puis ça va rester. L'épuisement, là, je suis plus optimiste. Ça, pas dire qu'il faut. Ça, c'est pas quelque chose d'inchangeable. De garder sa santé n'est pas quelque chose d'inchangeable. C'est pas une calamité d'être malade. Ça peut se préserver. Et le reste qui va suivre, c'est la partie au niveau de se protéger contre la partie de l'épuisement. C'est de se protéger contre ça. C'est pas de ne pas vivre de stressant, parce que vous allez tous en vivre. Alors, c'est pas une pensée magique, c'est d'arriver à être capable de se protéger des effets néfastes des stressants. C'est ça qu'on va regarder. Alors, vous avez les stresseurs. Les stresseurs au travail. OK, moi j'ai appelé ça modèle de stress au travail en soins infirmiers, de gestion du stress. On se comprend que j'avais à peu près 200 à cette date, là, avec les conférences que j'ai données. J'en ai donné beaucoup aux infirmières. On parle beaucoup des infirmiers. Vous allez voir que souvent c'est marqué soins infirmiers. Mais pour moi, je ne vais pas changer toutes mes acétates pour une conférence, mais je peux vous dire que ne vous sentez pas non impliqué du fait que ce soit écrit en soins infirmiers, parce que moi je ne parle pas de soins infirmiers aujourd'hui. Je parle de gestion du stress. OK? Alors, on a des stresseurs au travail, on a l'épuisement professionnel et on a un arrêt possible entre les deux. Alors, quelles sont les dimensions qui peuvent protéger? Alors, vous avez une variable qui s'appelle la RDS, le soutien au travail et les stratégies d'adaptation. Alors, on va parler de ces trois variables-là qui ont une interaction entre eux, mais qui en même temps ont tous un impact, soit qui vont augmenter le stress ou le diminuer. Alors, le soutien au travail. Alors, le soutien au travail, c'est un soutien social. On s'entend, c'est pas de dire est-ce que mon patron me donne un bon salaire ou un moins bon salaire. Écoutez, si je parlais dans un autre milieu ou un autre dans le service privé, on pourrait peut-être en parler des conditions de travail précises. Mais les conditions de travail n'est pas le sujet de notre discussion parce qu'elles sont toutes régies par les conventions collectives. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect social. Quel soutien on va avoir? Quel est le soutien qu'on va avoir au travail? Alors, le soutien au travail peut être nuisible. Il peut être nuisible dans l'optique où, si une personne que vous n'aimez pas veut vous offrir du soutien au travail, vous n'allez pas l'accepter. Pourtant, c'est un vrai soutien que cette personne-là vient vous donner dans un moment où vous êtes peut-être mal pris. Mais si vous ne vous entendez pas avec cette personne-là, le soutien va être nuisible. Alors, il ne faut pas penser que on est toujours disponible à recevoir du soutien. C'est pas toujours de la faute des autres si on n'en reçoit pas, parce que quelque part, on n'est peut-être pas toujours disponible à recevoir ce soutien-là. Et si quelqu'un nous imposait du soutien à un certain moment donné, on serait dans une position, ça pourrait être néfaste. Ça augmenterait notre stress plutôt que de diminuer. Le soutien agit de deux manières. Vous pouvez, un chef de service, par exemple, pourrait vous aider à restructurer la tâche. Alors, par exemple, vous aviez une admission, une évaluation d'admission cette journée-là à faire. C'était prévu, un cas prévu et tout ça. Et tout à coup, on vous apprend que vous avez 3 admissions. Il faut que vous fassiez les 3 évaluations cette journée-là.
Et alors là, comment vous allez restructurer votre tâche? La personne qui va vous donner du soutien, soit vos collègues de travail ou votre supérieur, va vous aider à restructurer la tâche et tout ça. Alors ça, c'est une forme de soutien qui est réelle, qui existe, puis qui permet de réduire le stress. Ensuite, ça peut être aussi une réponse positive à des besoins d'affection qui n'ont rien à voir des fois avec le travail, mais un sourire, par exemple. Sourire, quelqu'un qui vous fait un sourire peut vous donner la bonne humeur nécessaire pour continuer votre journée. Puis c'est une forme de soutien. Alors qu'on est d'accord qu'une face bête, ça n'a pas le même effet. Hein? Alors, ensuite, la compréhension, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance. C'est important aussi que la personne nous fasse comprendre qu'elle fait partie de l'équipe, qu'on fait partie de son équipe. Et comme ça, c'est une forme de soutien. Alors, ça va pour le soutien au travail. Alors, le soutien au travail est une partie extérieure de soi-même. Quoi qu'il faut être disponible pour le recevoir, si on le dit. En général, soyons honnêtes, on est beaucoup plus, en général, disponible à recevoir du soutien que non disponible. Hein? Alors, on s'entend que c'est une variable positive en général, le soutien. C'est très important, mais c'est une variable externe qui, quelquefois, échappe à notre contrôle. Et ça, c'est pour ça que peut-être qu'il ne faudrait pas se fier seulement à cette variable-là. C'est une variable importante. Tant mieux si on a des chefs extraordinaires qui nous écoutent. Tant mieux si on a des compagnons de travail extraordinaires qui nous écoutent, puis qui sont avec nous, puis qu'on s'amuse avec eux, on fait des parties, on souligne la fête de l'un, la fête de l'autre, puis l'autre qui se marie. C'est excellent. Et à ce niveau-là, je dirais, il faut que ça continue, il faut que ça l'augmente toujours. C'est bon pour l'épuisement, pour ne pas s'épuiser. Ensuite, vous avez les stratégies d'adaptation psychologique. Alors, c'est des réponses psychologiques qu'on va entreprendre pour réduire l'impact négatif des stresseurs. Et ces impacts-là vont être quelque chose qui vont nous réduire notre stress instantanément. Et c'est vraiment notre psychologie qui va faire que le stress est diminué à travers ça. Et on va regarder ces dimensions-là ensemble. Qu'est-ce que ça donne au niveau des stratégies? Il y a plusieurs, je vais vous dire, là, plusieurs écoles de stratégies d'adaptation. On dit coping strategies en anglais. Là. Ça vient évidemment des Américains. Les stratégies d'adaptation, il y a plusieurs écoles, il y en a qui arrivent avec 10 dimensions, 8 dimensions et tout ça. Nous prenons 3 dimensions pour simplifier la chose, qui vont nous apporter quand même une bonne compréhension. Alors, vous avez des stratégies adaptatives qui vont dire actives cognitives, actives comportementales et stratégies d'évitement. Quand on dit actives, c'est qu'ils ont un effet positif sur la réduction du stress. Si on parle d'évitement, un effet moins évident, mais qui peut quand même avoir un impact positif, mais moindre. Alors, on va regarder chacune d'elles, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, les stratégies actives cognitives, c'est des stratégies qui vont nous amener à... qui vont être de travailler avec notre conscient, notre mental, à régler des problèmes de façon mentale, de solutionner des problèmes, d'essayer de comprendre une problématique. Vient de m'arriver quelque chose que je ne comprends pas du tout, j'ai un stresseur devant moi que je ne comprends pas du tout, mais un instant, je vais m'arrêter et je vais réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on soit rendu aujourd'hui à cette situation-là? Alors, on va s'asseoir, on va réfléchir là-dessus. Alors, active cognitive, c'est tout ce qui se passe au niveau de gérer le problème, tout ce qui est l'aspect de gérer les solutions, travailler sur des solutions à des problèmes, des solutions mentales face à un problème. Comme exemple, pour les solutions mentales, vous pouvez vous recueillir, OK?
Et à partir de ça, quand vous vous isolez pour réfléchir, pour recueillir, vous ne voulez pas parler à des gens, mais le but, c'est de faire le point de où vous êtes rendu. C'est une stratégie active, cognitive. Ensuite, tentez de voir l'aspect positif d'une situation. Parce que vous savez très bien que ce qui vous arrive, au premier impact, c'est négatif. Vous en êtes convaincu, vous êtes mal à l'aise. Alors, c'est évident que c'est négatif. Mais mentalement, vous dites, qu'est-ce que positivement, moi, personnellement, je peux aller chercher, qui me concerne moi-même? Qu'est-ce que je peux aller chercher pour sortir de ma vision négative de ce stresseur-là? Alors, trouver l'aspect positif. Qu'est-ce qui m'apporte en vie? Ensuite, examiner plusieurs solutions à un problème, parce que quelquefois, quand on voit le stresseur, on pense tout de suite à une solution, on essaye de s'en sortir, mais on essaye toujours avec la même solution. Il y a peut-être plusieurs solutions à un problème, et souvent, ça se fait de sang-froid, ça, de trouver d'autres solutions, et quelquefois, attendre quelques minutes pour réfléchir, aller prendre des grandes respirations, la porte fermée, puis réfléchir sur, y a-t-il d'autres solutions, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas pensé encore qui pourrait me faire sortir du pétrin? Alors, c'est une autre stratégie cognitive active. Profiter de nos expériences passées. C'est-à-dire, il y a 3 ans, il m'est arrivé quelque chose qui ressemble. C'est vrai, j'avais fait telle affaire, mais ça n'avait pas marché. Cette personne-là que je suis allé voir, elle n'avait pas répondu adéquatement. Elle m'avait envoyé promener. En fait, j'ai trouvé qu'il y a 3 ans, donc c'est pas elle qu'il faut que j'aille voir. Donc, parce que j'ai le même problème, là, puis il risque de m'arriver encore la même chose. Mais je pense qu'une autre personne, je vais tenter l'expérience, je vais aller y en parler à l'autre personne. Et on profite de nos expériences passées. C'est peut-être pas la bonne personne qu'on était allé voir il y a 3 ans qui nous a mis dans un pétrin, qui a eu un impact important sur nous, mais dans le fond, c'est ça. Alors, prendre les choses au jour le jour, une étape à la fois. Prendre recul à l'égard d'une situation, être plus objectif. Alors, ça, c'est ce que ça dit. Réfléchir à une situation pour essayer de comprendre. Se dire à soi-même des choses qui nous aident à se sentir mieux. Il y en a qui disent, je suis belle, je suis fine, je suis capable. Je suis belle, je suis fine, je suis capable. Ça a été mal à maudit aujourd'hui, par exemple. Je suis beau, je suis fin, je suis capable. C'est de se dire, moi, ça m'aide de dire que je ne suis pas si pire que ça. Je me suis trompé aujourd'hui, mais je sais que je fais un maudit bon travail de façon générale. Mais c'est vrai que je me rends compte là, que ça n'a pas passé, pas en toute mon intervention que j'ai faite à telle réunion où j'ai dit telle affaire, puis ça n'a pas passé. Mais je sais que je fais un bon travail. Je me dis des choses qui vont me faire me sentir mieux. Et à partir du moment où je me sens mieux, je suis capable de commencer aussi à réfléchir sur, bon, peut-être que demain, je vais aller voir la personne, puis je vais en discuter avec elle, tu sais, puis la poussière va tomber, on va être capable de se parler. Ensuite, promettre que les choses se passeront différemment la prochaine fois. Accepter la situation lorsqu'il n'y a rien à faire. Parce que, des fois, il n'y a rien à faire. Quand l'avion vient de tomber sur l'hôpital, tomber, c'est pas drôle. Puis, il faut trouver des solutions à travers ça. Mais là, on ne parle plus d'un stresseur, on parle d'un sinistre. Mais quand même, ce qui va suivre le sinistre, c'est à travers ces mécanismes d'adaptation-là qu'on va passer à travers. Ensuite, des stratégies actives comportementales. Alors, actives comportementales, c'est lorsque physiquement vous faites quelque chose. Lorsque physiquement vous agissez sur un problème. Alors, j'ai des exemples là-dessus. Alors, vous allez faire des démarches, vous allez vous promener partout dans l'hôpital pour tenter d'en savoir plus sur la situation problématique. Parler du problème à un conjoint. Vous allez en parler à votre conjoint, à des amis ou à un autre professionnel. Vous allez appeler le programme d'aide aux employés. Vous faites quelque chose de physique. Vous décidez de prendre le téléphone, vous appelez le programme d'aide aux employés. Et ainsi, vous avez une action physique. Ensuite, dressez et suivre un plan d'action. Vous prenez vraiment une feuille, un papier, puis vous vous dites, je vais faire un plan, quelque chose. S'éloigner de la situation pendant un certain temps. Il y en a qui se servent de cette situation.
par exemple, qui vont prendre un congé le lendemain. Hein? Ça arrive des fois. Ça a tellement mal été la journée avec que la personne est malade le lendemain. Je ne vous ai rien inventé, puis je ne vous invite pas à le faire. Mais je vous dis que c'est une stratégie d'adaptation. C'est que les gens, plutôt que de dire de se retrouver face à face encore avec le problème, est mieux être en congé le lendemain. Ça peut être une stratégie d'évitement, mais en même temps, ça peut être de s'éloigner de la situation. Ce que je pourrais dire, c'est que par exemple, si vous décidez de prendre un congé qui est prévu à votre que vous entendez avec votre chef de service, je la mettrais dans cette catégorie-là des comportements actifs. C'est-à-dire que vous avez pris un moyen, vous avez tenté de voir avec votre chef de service, demain, est-ce que je peux prendre congé, je vais me reposer, on me permettre de faire le point sur ce qui vient de se passer. Votre chef dit très bien, pas de problème, je suis capable de te remplacer. Mais si vous laissez quelqu'un dans le trouble le lendemain, vous faites de l'évitement. Et c'est là qu'on va aller voir. Alors, l'évitement. Stratégie d'évitement. Diminuer, ça veut dire c'est des comportements d'évitement qui sont de la négation, une fuite face à un problème, qui visent à diminuer la tension émotionnelle, évidemment, qui autrement serait trop forte à assumer la confrontation. Alors, on s'entend que ça ne veut pas dire que c'est mauvais tout le temps de l'employer, quoique c'est pas ça qui va préserver votre santé à long terme. Parce que juste d'éviter un problème à long terme, c'est pas une chose. Vous pouvez le faire une fois sur 10, par exemple. C'est pas mauvais, parce qu'il y a des situations où ça serait tellement difficile de rencontrer, de vous retrouver devant ce même stresseur que vous êtes mieux d'éviter toute situation qui va vous faire placer devant cette situation-là. Alors, dans les stratégies d'adaptation, les plus efficaces sont les stratégies actives, les deux premières. Et active cognitive est encore plus efficace qu'active comportementale. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de réfléchir sur votre situation et de travailler en dedans de vous là-dessus, c'est bon. Je ne veux pas dire que d'aller faire une bonne marche ou une bonne raide de bicyclette, que c'est pas bon, parce que faire une raide de bicyclette, c'est active comportementale, puis c'est très bon. C'est très bon aussi. Et puis souvent, pendant que vous allez faire votre raide de bicyclette, vous allez tout penser à votre problème, ça va vous permettre en même temps, juste le fait de dépenser votre agressivité physique, d'être capable de réfléchir à tout. Mais, le punch, parce que pour moi, l'important suit à partir de ça. Ça, c'est des choses qui existent, que tout le monde a, mais c'est des stratégies d'adaptation. Maintenant, ce que je veux vous parler, c'est des attitudes. Et ça, les attitudes, c'est quelque chose qui est très différent et qui oblige à se questionner sur qui on est au niveau de notre personnalité, puis peut-être des fois varier les avantages de se questionner sur notre attitude psychologique. Alors, l'hardiesse. L'hardiesse, c'est une variable qui protège sans aucun doute contre l'épuisement. On va la discuter. On va vous dire que la hardiesse est une variable qui est difficile à battre dans toutes les stratégies pour combattre le stress. C'est les recherches les plus modernes qui nous le disent. Nous, on n'a pas inventé la hardiesse avec la recherche qu'on a faite. Ça existait déjà, cette variable-là, pour l'expliquer. Puis, on a démontré que même dans le système de la santé, ça marche aussi. Puis que quelqu'un qui est hardi est capable de se protéger. Alors, il y a 3 dimensions à l'hardiesse. Alors, l'hardiesse, c'est le défi, l'engagement et le contrôle. Okay? Le sens du défi, le sens de l'engagement et le sens du contrôle. Voici comment est-ce qu'on est capable de passer à travers les attitudes de façon positive qui nous protègent. Alors, le défi réfère à la croyance que le changement, plutôt que la stabilité, est normal et qu'il est un stimulus important pour la croissance et le développement personnel. Alors, on s'entend. Le sens du défi, c'est que c'est quelqu'un qui aime quand ça change. Quand c'est trop stable, quand c'est trop pareil tout le temps, il s'ennuie. Besoin de se lancer dans de nouveaux défis. Ah, un nouvel outil de travail, c'est vrai, dans un mois, on va avoir un autre outil à faire, on va falloir tout le recommencer. Mais peut-être qu'il va durer 1 an aussi. Le défi, là, c'est quelque chose qu'il y en a qui ont plus, puis il y en a qui ont moins. Cependant, quand vous savez que ça va vous protéger contre l'épuisement professionnel, peut-être que vous pourriez dire, voilà, j'ai un défi, là,
moi, je vais vous dire, il y a une personne qui est venue me voir. Elle a changé de travail dernièrement. Elle m'a dit, en finissant le travail, en commençant ce nouveau travail-là, elle m'a dit, je vais te dire, là, je suis très déçu de me retrouver dans ce poste-là. Très, très déçu. Elle m'a dit, je vais vous prouver que je vais réussir, que je peux réussir dans ce que je vais faire. On en riait en même temps, c'était très agréable, mais je peux vous dire que je vais vous prouver que je vais réussir. Mais elle faisait pour elle. C'est sûr que c'est bon pour l'établissement, mais c'est pour elle qu'elle faisait ça. Elle avait le sens du défi. Elle s'est lancée à travers ça. Moi, je trouve ça extraordinaire, quelqu'un qui peut dire ça. Parce qu'on n'avait pas le choix, il fallait qu'elle se retrouve là, cette personne-là. Mais elle était confrontée. Puis elle a foncé. Il reste 5 minutes. Oui, monsieur. Ouais. Je pense que ça réfère beaucoup au tempérament. Oui. C'est ça, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont. Exact. Pour ça, je dis que c'est des attitudes de personnalité. Cependant, c'est quelque chose qui se développe. Qui se développe quand on le sait. Parce que le problème de nos personnalités, c'est qu'on pense que quand on fait quelque chose, que c'est toujours correct. Que notre façon de penser, on pense toujours qu'elle est correcte, notre façon de voir les choses. C'est ça notre problème de personnalité de l'être humain. Je suis là-dedans, vous êtes là-dedans. Moi, je pense que je suis correct, puis les autres aussi pensent qu'ils sont corrects. Mais quand on sait que le défi protège contre l'épuisement, mon choix, moi, c'est de ne pas être épuisé. Bien, quand je vais avoir la chance de me lancer un défi, bien, je vais tenter de me lancer. Puis je vous jure qu'il y a des défis, ça ne me tentait pas de faire des fois. Okay? Mais, comme je sais que ça protège, puis qu'il faut que je sois à l'aise de me lancer un défi. Le défi peut être très, très intime, très personnel. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens que vous lancez un défi. Là. Je veux juste dire que c'est quelque chose de très personnel. Puis, vous allez voir ce que ça apporte. Mais il y a l'autre variable, c'est l'engagement. Tendance à s'impliquer dans toutes les activités, entreprises, aux situations rencontrées. Alors, ça veut dire que si vous vous trouvez devant une situation où quelqu'un vous dit « Veux-tu devenir chef des Jeannettes? » Là, je ne parle pas juste pour le travail, parce que quand on parle de personnalité, on parle pour toutes les dimensions de notre vie. Hein. Tu devenir chef des Jeannettes. Oh, je vais te dire honnêtement, je suis engagé dans déjà plein d'affaires. Je ne peux pas m'engager là-dedans parce que ça va demander. Cependant, si vous dites, hey, c'est peut-être intéressant, moi j'aime ça les jeunes, puis je peux peut-être m'impliquer, puis je m'implique socialement, je peux même emmener mes enfants là-dedans, les impliquer dans les Jeannettes, puis en plus de ça, je vais avoir un regard encore plus proche sur l'éducation de mes enfants, c'est le fun. Je vais m'engager, puis on va aller chercher à travers ça son épanouissement. Et moi, ce que je dis par là, c'est que ça ne veut pas dire de vous engager dans toutes les occasions que vous avez, mais c'est que vous avez tendance à ce moment-là à vous engager dans des choses. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous le faites à plein. Vous ne le faites pas à moitié. Et ça protège. Moi, je connais des gens qui viennent à des réunions, quand ils ont fini de travailler, c'est-à-dire que sur le payroll, là, c'est terminé, là, de 5 minutes de plus, parce qu'évidemment, on ne dépassera pas nécessairement, 5 minutes de plus, chaque minute et chaque seconde est comptée dans la tête de la personne. C'est-à-dire qu'elle est malheureuse, cette personne-là, une personne que je connais. Elle est malheureuse, vous n'avez pas d'idée comment est-ce qu'elle est malheureuse pendant les 5 minutes qui dépassent. Elle est malheureuse, elle n'est pas engagée. Elle n'est pas engagée. Pour elle, c'est fait, c'est fini, on s'en va. Elle n'est pas engagée. Alors que les autres sont contents de 5 minutes de plus parce qu'on a peut-être dit la dernière phrase qui a permis vraiment d'assoupir tout puis de terminer la. Soyez rassurés, je ne dépasserai pas mon 5 minutes. La dernière variable, c'est le sens du contrôle. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, le contrôle, mais le sens du contrôle, dans le sens où je veux vous l'expliquer, c'est la croyance que vous pouvez influencer le cours des événements parce que vous imaginez ce que vous avez choisi, ce que vous dites ou ce que vous faisiez. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez raison de penser que vous avez le contrôle sur tout. Mais plus vous le pensez, mieux c'est pour votre santé mentale. C'est-à-dire que plus vous pensez que c'est les autres qui contrôlent votre vie, que c'est le gouvernement qui contrôle votre vie, plus vous allez vous épuiser face à des stresseurs. Alors que si vous pensez que vous avez le contrôle sur les événements, tout est la différence. Évidemment, vous ne pouvez pas tout contrôler,
Mais ça, c'est un niveau, ça aussi. Il y en a qui savent qu'ils peuvent plus contrôler des affaires, puis des situations embarrassantes. Ils savent qu'ils vont avoir dire une phrase, un impact, ça peut changer la question. Et tout ça pour dire que le contrôle est quelque chose d'important. Alors, dans les 3 variables de la hardiesse, là, il est démontré que l'engagement est la variable qui protège le plus dans les 3 variables. Ensuite, c'est le contrôle et ensuite le défi. OK? On comprend qu'être hardi, c'est un amalgame des 3. C'est tellement un amalgame des 3 que les 3 dimensions, c'est des niveaux. OK? Et que c'est normal qu'on soit tous différents, qu'on n'ait pas la même personnalité, parce qu'à travers ça, on a tous des niveaux qui vont permettre d'avoir une personnalité différente. Et c'est ce qui fait le merveilleux de la personnalité humaine aussi en même temps, de ne pas être toutes pareilles. Quelqu'un qui serait 100% dans chaque dimension, des 3 dimensions, moi, à mon point de vue, c'est pas normal, c'est un problème. OK? Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est normal qu'on soit meilleur dans une dimension puis moins dans l'autre. Puis, mais je veux dire que si vous savez que vous êtes moins bon dans une de ces dimensions-là, peut-être que vous pouvez faire un petit effort pour vous-même, pas pour les autres, mais ça va avoir un impact sur les autres, mais pour vous améliorer. Alors, c'est ce qui complète l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Puis, j'espère que ça va vous apporter quelque chose. Moi, ça m'apporte quelque chose de le répéter à chaque fois. Personnellement, ça m'apporte quelque chose. Ça m'a fait un plaisir d'accepter l'invitation. Mais j'espère que ça va vous apporter quelque chose. Mais je suis ouvert à répondre à vos questions si vous en avez. Puis on pourrait échanger ensemble sur vos questions personnelles. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Par rapport à l'engagement, tout ça, là, à un moment donné, on voit souvent des gens qui sont workaholic. Qui? Qui sont workaholic. J'entends pas. Ah oui, workaholic, oui. 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 Maintenant, on peut différencier qu'on tombe pas dans un workaholic. Puis, OK, bien, regarde bien ça. Un workaholic, quelqu'un qui abuse du travail, c'est-à-dire qui ne fait que ça. Souvent, c'est une stratégie d'évitement. Parce que ce qui se passe à domicile, là, il ne veut pas y faire face. Ça, c'est une autre histoire. Alors, il ne faut pas mélanger l'abus du travail puis le plaisir au travail. Okay? Parce que quelqu'un qui abuse de son travail, pas nécessairement heureux, puis il peut faire une crise cardiaque aussi, un workaholic. Okay? Mais quelqu'un qui peut travailler quand même 60 heures par semaine sans abuser de son travail, 60 heures c'est beaucoup, entendons-nous, ça ne veut pas dire que c'est un abus s'il le fait avec plaisir, puis s'il est capable encore de répondre à ses responsabilités en dehors du travail. Okay? Des responsabilités de famille, des responsabilités envers sa communauté, envers vos frères, vos sœurs, c'est pas nécessairement vos femmes ou vos maris. Les responsabilités en dehors du travail sont aussi importantes. Je n'encourage pas de devenir workaholic. C'est dans ce sens-là. Est-ce que ça répond pas mal? Oui? Okay. Une bonne question. D'autres questions? Non? Tout dans le recueillement. Pensez à vos Dans le recueillement. défis. Écoutez, oui, c'est une question? Pensez à vos défis. Merci énormément. Je pense que c'est très enrichissant. Je pense que ça replace beaucoup de choses en ordre. Ça amène de nouvelles idées aussi. Je pense. Personnellement, je n'avais jamais pensé à la hardiesse comme étant un outil. Puis là, je le vois vraiment comme un outil. Votre façon de le présenter aussi est très agréable, très simple. Ça fait 30 fois que je présente la Et je dois dire aussi que ça a été très agréable de faire avec M. Saunier parce qu'il a accepté d'une façon très, très spontanée. Il est rentré au travail à 7h30 ce matin. Il est parti à 9h30 pour s'en venir ici, puis il retourne au travail. Alors, il était certainement très engagé. Il se protège. Il se protège beaucoup parce qu'il y a un épuisement Je me protège parce que si je m'en vais au travail après-midi, vous savez très bien que je suis directeur des soins infirmiers, je pourrais très bien m'en aller ailleurs, chez nous. C'est manière de parler, là. Mais j'ai hâte de retourner parce que je sais que je ne veux pas laisser tomber mes dossiers. Puis je savais que ça me prenait quand même beaucoup de temps de venir ici. Et c'est important que je continue à garder une main sur mes dossiers, tout ça. Puis pour moi, c'est agréable. C'est Alors, c'est la partie contrôle. Oui. Moi, je me questionne par rapport au défi de l'engagement. Comment susciter ça chez les gens? Vous parlez de 5 minutes. On en voit tellement que ça me 5 minutes de trop. Parce que si on me dit que tu peux
l'autre, tu le vois dans OK. le cas au travail. Ben, je vais répondre à votre question, absolument. Pour moi, là, on ne peut rien faire pour les autres. Ouais. À part la partie soutien. Ça, vous pouvez faire ça pour les autres. La partie soutien. Si vous êtes chef de service, vous pouvez soutenir votre personnel, puis même si vous êtes chef de service, vous avez des collègues d'autres chefs de service, vous pouvez soutenir vos autres collègues. Quand vous parlez d'RTS, contentez-vous de travailler sur vous-même. Parce qu'il n'y a rien à faire ces autres. Vous allez perdre de l'énergie, là, vous n'avez pas d'idée comment vous allez perdre de l'énergie. Pour ça, je dis que moi, là, je ne pas en couleur. Chaque personne va prendre ce qu'il veut dans la conférence. Moi, là, je travaille pour moi. Quand je donne ma conférence, c'est pour moi que je le fais. C'est aussi simple que ça. Fait que, travaillons sur nous. Puis pour ce qui est du soutien au travail, ça, c'est la partie qu'on peut faire pour les autres. Puis faisons-le. Puis essayons d'aider les autres. Parce qu'on est une société, il faut s'entraider, on ne peut rien faire tout seul. C'est sûr qu'on ne peut rien faire tout seul. Sinon, comme je disais, oui, il faut que je retourne à 3h30. Je n'aurais jamais pu y aller parce que sans la confiance que j'ai au chef de service en qui j'ai laissé quand même toute la journée ensemble, la responsabilité du centre au niveau des soins infirmiers. Alors, j'ai besoin de son soutien, moi, pour venir ici. Il m'apporte un soutien. Fait que, on ne peut pas travailler Alors, pour ce qui est de l'aspect de la personnalité, perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Le mieux que vous pouvez faire, c'est pour vous-même. Puis, à partir de l'ouverture des gens, dites-vous une chose. Tous ceux qui ne sont pas intéressés à ce que j'avais à dire aujourd'hui ne sont pas venus. Déjà, moi, je ne perds pas de temps avec ceux qui ne sont pas venus. Fait que ceux qui sont sur place vont prendre ce qu'ils veulent à travers ce qui reste. À travers ce qui leur préoccupe, parce que chacun a peut-être cliqué sur un point, tout ça, puis c'est normal, puis à partir de ça, je pense que vous pouvez vous reposer en pensant que vous pouvez faire des choses pour les autres. Reposez-vous, là, ça va aller comme ça. La sévérité est contagieuse un peu. C'est ça. C'est contagieux. D'autres commentaires ou questions? Merci beaucoup.